Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Nix. Bonjour Steve. Je t'ai sollicité parce que tu es dominatrice, non professionnelle, et que dans le cadre des portraits que je réalise sur les pratiquants BDSM, tu as accepté de partager ton expérience. Tout à fait. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Bien sûr, alors je suis Lady Nix, pour ceux qui me connaissent sur FetLife, domina de Maxime depuis 6 mois. J'aime les hommes, clairement, mais je les aime uniquement à mes pieds. J'adore dire ça parce que beaucoup me regardent très, de manière étonnée. Oui, en même temps, c'est la réalité. Tout à fait, tout à fait. Une question supplémentaire que je voulais te poser, c'est d'où te vient ton pseudonyme ? Ah, Nyx. Alors, Nyx, chez les Grecs, est la déesse de la nuit. C'est une déesse primaire. C'est toujours une déesse que j'ai admirée. Je suis une grande fan de la mythologie grecque. Et je trouvais que ça avait du sens. Que ce soit Nyx et pas une autre, clairement. D'accord. La première grande partie que je voulais aborder avec toi, c'est que tu racontes un petit peu ton histoire, ton parcours, ce qui nous permettra ensuite peut-être de mieux comprendre ce que tu vas nous dire sur ton caractère, ce qui fait que tu es dominante en fait. Donc, la première chose dont tu m'as parlé et qui m'a fait un peu sourire, les gens vont comprendre tout de suite, c'est tu m'as dit que ton caractère s'exprimait déjà à l'enfance, pendant l'enfance. Oui. C'est-à-dire très jeune, avec un caractère fort. Alors, je t'écoute. Oui, mais c'est vrai que depuis toute petite, je suis l'aînée de ma famille. Et clairement, j'ai 2 frères. Et j'ai toujours pris, malgré moi, ou je ne sais pas, j'ai toujours dirigé mes frères. Je prenais le rôle de maman, en fait. C'était même pas la grande sœur, c'était de maman. Donc j'avais tendance plutôt à les corriger, je dois dire déjà. J'avais la main leste déjà à l'époque. Et du coup, c'est toujours resté. Ma mère me disait que j'étais vraiment très autoritaire et qu'elle plaignait mes futurs enfants. Tu vois un peu. Donc non, je pense que c'est dû aussi aux mes origines. J'ai des origines latines, espagnoles et colombiennes. Je pense que c'est aussi dû à ça. Ouais, les latines ont le sang un peu chaud et le caractère bien trempé. Ouais. Et puis ça se sent dans la culture, c'est par ton père ou ta mère ? Ma mère. D'accord, ok. Donc tu as baigné dedans quelque part, si elle était originaire de ces... Tout à fait, j'ai 2 parents avec un caractère très fort. D'accord. Donc tu dis que tu avais la main leste, tu les battais pas quand même, tes frères ? Non, pas du tout. On va le préciser ? Non, oui, tu fais bien. Non, du tout. C'est que parfois, quand j'estimais qu'ils méritaient une claque, ils prenaient une claque. Voilà, parce qu'ils n'écoutaient pas. Et que j'adore qu'on écoute, je n'aime pas avoir à redire les choses. D'accord. Bon. Il y a un événement moins drôle, clairement, dans ta vie, qui se passe à 15 ans. Oui. Et qui peut expliquer, en tout cas qui mérite d'être noté quand même, avec ton kiné. Oui, effectivement. C'est pas toujours évident d'en parler, mais... Non. Oui, clairement, j'avais un souci au niveau de la cuisse, j'ai dû consulter un kiné et cette personne-là a eu des gestes déplacés. D'accord. Je dois dire que ça a été une période assez compliquée puisque je m'en suis beaucoup voulu de ne pas avoir su quoi dire et le repousser. Mais j'avoue, je ne m'y attendais tellement pas et que pour moi, un kiné ou tout corps médical ou n'importe qui n'a pas à toucher une jeune femme de 15 ans et non consentante. Oui, très clairement. Ouais, très clairement. Et puis à 15 ans, quand bien même on pourrait s'en vouloir, surtout quand on a un caractère fort, on n'est pas armé, quoi. Non, tout à fait. On n'est clairement pas armé. Je suis bien d'accord, oui. Donc bon. Et il me semble, mais tu vas me le préciser éventuellement, que ça a eu un impact, c'était un homme, oui. Et ça a eu un impact, ou ça a pu avoir éventuellement un impact sur ta vision des hommes par la suite. Je pense, oui, je pense. Alors je dis pas que je les déteste, attention, je fais pas partie de ces dominats qui, dominent sous couvert de haine envers l'homme, pas du tout. Ouais. Moi j'aime les hommes, j'aime l'homme, je n'aime pas simplement ceux qui me font du mal, clairement. Mais c'est vrai que ça a orienté encore plus, je dirais que ça a accentué mon caractère de dominat, ça c'est sûr. Ouais. Oui. D'accord. Oui, puis on peut préciser que Maxime est un homme, donc globalement, il n'a pas l'air trop malheureux. Non, je ne pense pas. Tu te maries à quel âge, tu peux me le rappeler ? 27. J'avais 27 ans quand je me suis mariée. D'accord, tu te maries à 27 ans et tu as 14 ans de vie de couple avec le père de tes enfants. Tout à fait.
Qu'est-ce que tu peux raconter de ce mariage Alors c'était tout ce qu'il y avait de plus vanille. On avait une vie, une sexualité très vanille. Une vie, je dirais, normale, de parents, de gens, de professionnels actifs, je dirais. On va rappeler ce que c'est que le terme vanille pour ceux qui ne connaissent pas. Je fais des vidéos qui s'adressent aussi aux gens qui ne connaissent pas le BDSM. Bien sûr, ce sont des gens qui ne pratiquent pas, des gens qui ont une sexualité dite plus normale, qui n'ont pas de pratique comme celle liée au BDSM, quoi. D'accord. Voilà. Et donc 14 ans de vie vanille. Oui, tout à fait. Une vie où je ne me sentais pas forcément à ma place. J'ai une vie où j'étais pas spécialement heureuse, d'où le divorce, et où effectivement je sentais qu'il y avait des choses j'avais des envies dans notre vie de couple, mais que lui ne pouvait pas m'apporter clairement. Je me posais beaucoup de questions et je m'interrogeais sur le fait que j'ai des envies qui ne sont pas, je dirais, normales. J'aime pas ce mot-là, parce qu'on a juste une sexualité qui change, clairement. Et du coup, j'ai pu mettre des mots suite à un roman, tout simplement, mais il a fallu du temps, en fait, quelques années avant qu'on se sépare. Alors, quel roman ? Si je dis pas de bêtises, c'est un roman d'Eva de Lambre. D'accord. Alors, le titre, je ne sais plus, mais il me semble que c'était un roman d'Eva, oui. D'accord. Puis elle en a écrit un certain nombre. Oui, tout à fait. Je crois que le premier était Devenir ciel. D'accord. Oui. Eva, c'est une révélation. Ouais. Le fait est qu'en plus, on a préparé l'interview, tu m'as dit que tu la connaissais bien, enfin tu l'as connue depuis. Oui, tout à fait, oui. C'est quelqu'un de... J'aime beaucoup. Je la trouve admirable en tant que soumise, oui. Ouais. Beaucoup d'admiration pour elle. Et alors on peut le dire maintenant, tu as eu 2 enfants de ce mariage-là, qui ont aujourd'hui 13 et presque 17. D'accord. Un fils et une fille. Tout à fait, le choix du roi. Et pendant ce mariage, tu me dis que pendant les dernières années, les 2-3 dernières années, effectivement, tu commences à... Enfin, un divorce, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Non, et en l'occurrence... Je m'ennuyais. Ouais. Je m'ennuyais clairement. Je ne trouvais pas mon compte dans notre vie sexuelle. Clairement. Je ne trouvais pas... Il manquait des choses. J'avais des envies... De sexe brutal, de ce genre de choses, d'insultes. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui émergeait en moi, mais il ne pouvait pas répondre à ça. Je lui avais demandé clairement certaines choses, mais il m'a dit que c'est pas possible. Il m'aimait trop pour ça. Ouais. J'ai respecté, et j'ai tué un peu ce côté-là, en fait. Mais nos rapports étaient de plus en plus... comment dire, il y en avait de moins en moins. Ouais. Ils étaient moins satisfaisants, j'imagine, pour toi, et puis pour peut-être lui aussi. Non, pas pour lui, visiblement, non. Pour moi, oui. Alors, je ne peux pas refaire l'histoire, mais j'ai envie de dire que quand on sent qu'on ne satisfait pas l'autre, même si sexuellement ça peut bien se passer, pratiquement parlant, arrive un moment où forcément ça doit être pas satisfaisant émotionnellement parlant, quoi. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, pendant ces 2-3 dernières années de votre relation, tu commences à mettre des mots sur ce qui t'intéresse, et notamment au travers d'un livre, donc tu viens de le dire, d'Eva de Lambre. Tout à fait. Et à ce moment-là, déjà, tu commences à te faire des relations, des connaissances dans le milieu BDSM ? Non, du tout. Tout s'est fait après le divorce. D'accord. Je n'ai rien fait avant. D'accord. Non, par respect pour le papa des enfants. Non, c'est une fois divorcée que j'ai mis un pied dans le milieu, oui. D'accord. Alors, je parlais même pas d'aller faire ou d'aller jouer avec quelqu'un d'autre, hors mariage, mais le fait de commencer à mettre des mots, enfin, ce livre aurait pu te dire, tiens, des munchs, ça existe, on trompe pas Alors là, pas du tout. Non, je savais pas du tout que ça existait. C'était pour moi un milieu vraiment... qui m'était hyper étranger, et je ne savais pas du tout. Je savais qu'il y avait des choses qui m'attiraient, je voyais que il y a certaines formes de sexualité, je voyais bien tout ça, mais c'était encore très flou pour moi. Ouais, c'était pas organisé, en tout cas, il n'y avait pas de... Du tout. Donc il y a une séparation qui intervient en 2014, de mémoire, et à partir de ce moment-là, pour le coup, tu as les coups des franches, j'ai envie de dire, et tu vis un certain nombre d'histoires. Tu m'as parlé d'une histoire en particulier avec un homme avec qui tu switches. Alors, je vais te laisser en parler. Oui, alors je pensais que je pouvais switcher avec cette personne-là, donc il était convenu qu'on ait une relation... Switcher, on va éventuellement préciser ce que ça veut dire. Alors oui, switcher, c'est en fait être à la fois dominant et soumise au sein d'une même relation.
Et du coup, il était convenu qu'on puisse avoir ce rapport-là entre nous, puisque j'avais clairement dit que moi, j'avais un côté dominat très prononcé, mais que ça ne me dérangeait pas d'essayer la soumission. Il y avait des choses quand même qui m'attiraient dans la soumission. Donc on est parti dans cet ordre-là. Je crois qu'il m'a soumise juste une fois. Et à partir du moment où je l'ai soumis, ça a été terminé. En fait, je me rendais compte que je ne pouvais plus me soumettre du tout à un homme qui m'avait soumis auparavant. Un homme que tu avais soumis. Oui, tout à fait. À partir du moment où tu l'as vu soumis, pour toi, c'était plus envisageable. Ah non, du tout. Pour moi, il de n'avait plus aucune crédibilité à mes yeux. D'accord. C'est fini. Okay. Donc il s'en est beaucoup plaint, mais on a fini notre relation finalement. On n'a pas vraiment switché. On a fini notre relation où moi je le dominais complètement. Ouais. D'accord. C'était assez jouissif, je dois dire. Ouais. C'est les premiers émois dans la domination. J'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que c'est la première fois où j'ai découvert le pegging, en fait. Le pegging, c'est le fait de sodomiser un homme. D'accord. Et ça a été pour moi révélateur, clairement. Je me suis dit, mais t'es là où tu dois être, quoi. D'accord. Alors en particulier avec un go de ceinture, mais pas forcément. Tout à fait. Ouais. Généralement, on utilise un go de ceinture, c'est quand même mieux. C'est plus pour le côté pratique, je dirais. Ouais. La pratique, en l'occurrence. Mais D'accord. Bon, on va en reparler un peu plus tard de cette pratique-là et de ce qui te plaît dans cette pratique-là. Mais donc cette relation ne dure pas finalement très longtemps, quelques mois. Ça dure que quelques mois et puis je me fatigue vite. Il n'y a rien qui se crée en fait. Comme par la suite j'apprends, tu vois, tout ce qui est lien entre dominant-soumise ou dominat-soumis, ce fameux lien là qui unit les deux, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas d'affect, il n'y avait vraiment rien. Le fait est que même s'il s'était créé, quelque part, tu découvres. Oui, c'est vrai. Donc ça prend du temps aussi de découvrir l'autre, de se découvrir soi. C'est vrai. Oui, c'est vrai que j'étais en pleine découverte. Ouais. Après 14 ans de relation vanille, quand bien même le caractère était là depuis le début, on l'a senti bien à l'enfance, c'est pas forcément simple. Enfin, non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il faut du temps, oui. Ouais. Et après cette relation, tu te trouves un maître. Oui, tout à fait. Une expérience à la fois importante, j'ai envie de dire, et longue. Je ne peux pas dire qu'elle n'a pas été importante pour moi. Je te laisse en parler. Oui, je dis importante, ça donne l'impression que je juge, mais on a préparé l'interview, encore une fois, c'est l'impression que ça m'a donné, donc je me suis permis de dire ça. Oui, elle a été importante, tout à fait. Elle a fait ce que je suis aujourd'hui, donc elle a participé à la construction de la domina, encore plus. Effectivement, j'ai rencontré un dominant, j'ai été sa soumise. Je préfère le dire, je ne suis pas soumise. J'étais sa soumise pendant 6 ans. On va dire qu'il a su m'amener là où personne n'aurait pu m'amener. Il avait une manière de dominer qui était avec bienveillance, du moins c'est ce que je pensais, bienveillance. Je découvrais un monde que je ne connaissais pas, et même lui, c'était quelqu'un de très cultivé, d'intelligent, enfin vraiment le maître, je dirais le Christian Grey. Il avait 2 avions, chef d'entreprise, tu vois, il avait vraiment le profil du Christian Grey. Et j'avoue que ça m'a fait, c'était de la poudre aux yeux, clairement, ça m'a fait rêver. Oui. À partir du moment où tu as encore à ce moment-là relativement peu d'expérience, et où en plus tu étais quand même demandeuse avec la première expérience qui a duré quelques mois d'être switch, sauf que tu es tombée sur la personne qui s'est pas imposée, quoi, quelque part. Tout à fait. Il n'avait pas du tout le caractère pour, en fait. Ouais. Je pense qu'il était plus soumis que dominant, clairement. Et là, tu tombes sur quelqu'un qui a du charisme et qui, en plus, a des certains moyens qu'il met au service de son charisme. Ça aide aussi, quelque part. Tu l'as dit, le Christian Grey, très décrié par ailleurs, ce bouquin-là. C'est vrai, parce que clairement, c'est pas du tout 50 nuances de Grey, c'est très édulcoré. La seule chose qui est sympa, c'est leur salle de jeu, que j'envie. J'ai toujours envié leur salle de jeu. Elle est magnifique, la Chambre Rouge. Il y a tellement d'instruments. Donc elle est bien décrite, mais effectivement, quand on voit comment il s'en sert ou ce qui ne s'y passe pas. Non, c'est. Et puis de toute façon, c'est pas très. Tellement des relations DS, clairement, oui. Ouais. Et puis c'est. Enfin, c'est très light, et puis en plus, c'est pas réaliste à bien des égards. C'est un conte. Enfin, j'ai déjà fait un podcast sur le sujet, on va pas forcément s'étendre, mais. Je suis d'accord avec toi. Mais je peux comprendre l'attirance pour le charisme de cette personne que tu rencontres, donc qui va devenir ton maître pendant quelques années. Bien sûr, pendant 6 ans, et il était là, c'était vraiment pour moi nouveau, et puis il était, c'est comme si c'était un peu le Graal, quoi, le maître peut-être que je cherchais, et je me dis, mais incroyable, t'es tombé sur quelqu'un comme ça, mais c'est formidable, et puis, mais au fur et à mesure du temps, ça a été pas du tout la même chose, j'ai vite déchanté, oui. Ouais.
Alors je vais revenir quand même sur une chose avant qu'on continue et que tu expliques la fin de cette relation qui effectivement est très importante. C'est amusant, enfin c'est étrange, du moins ça peut paraître difficile à comprendre, que tu l'aies autant quelque part idéalisé comme tu en portes, voilà, que tu aies absolument aimé ça, oui. Alors que très clairement depuis le début on voit bien que c'est pas ton caractère, quoi. Donc là il y a une espèce de paradoxe intéressant qu'on retrouve chez d'autres personnes dans le BDSM, hein, mais effectivement, qu'est-ce que tu peux en dire ? Je pense qu'il y avait une forme, étant donné que j'ai toujours été, même j'ai porté mon couple, Vanille, et du coup je pense qu'à un moment, je pense qu'il y a eu ce besoin de lâcher prise complètement et de m'en remettre à quelqu'un. J'avais envie de savoir ce que ça faisait de s'en remettre et de soumettre complètement à quelqu'un, corps et âme, de faire ce don de soi, c'est le don de soi dont on parle, que les soumis et soumises font. Et j'en avais très envie, oui. J'avais envie de savoir ce que ça fait de se laisser complètement aller sur quelqu'un, de s'en remettre en tout point à quelqu'un. D'accord. Et effectivement, j'ai vu quelque chose On a eu une relation quand même intense, au demeurant, et très aboutie. On avait une relation déesse protocolaire. D'accord. Qui était ritualisée, clairement. D'accord. Donc tu n'étais... Enfin, c'était pas une relation à mi-temps soumise, tu n'étais que soumise avec lui. J'étais en relation H24 avec lui. Il y avait le vouvoiement en permanence, il y avait des codes et des rituels qui étaient mis en place. Et vous viviez ensemble ? Non, du tout, justement, j'allais y venir. Donc on ne vivait pas ensemble, lui vivait à Nantes, et moi sur Le Mans, et on se voyait tout le temps, et on avait toujours un contact au téléphone ou autre, ce qui faisait qu'on était en lien en permanence. Et il faisait en sorte que ce lien, il ne me lâchait pas, je ne sais pas comment t'expliquer. Il était toujours dans cette... Les relations DS, sur certaines, il y a une forme d'emprise. Et celle qu'il avait sur moi était vraiment pas bonne. Je m'en rends compte aujourd'hui. Il y avait une emprise qui était vraiment mauvaise, je dirais. D'accord. Alors on parle d'emprise souvent avec un côté, une connotation négative, mais pour autant dans les relations DS, il peut y avoir des relations très fortes, avec un contact très... de toute façon, il y en a qui vivent ensemble, hein, très clairement. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive, et pour autant, ça peut très bien se passer si tout le monde est d'abord consentant, on va le dire, c'est quand même un mot extrêmement important dans les relations BDSM. Et puis ensuite, il peut y avoir de l'amour qui fait que ça aide, parce qu'on n'a pas envie de faire du mal à celui qu'on aime, quand bien même on veut rester dans un cadre BDSM, même s'il est très protocolaire, même s'il est permanent. On parlait d'Eva Delambre, alors je la connais pas très bien, mais... J'aime beaucoup. Ça peut être un exemple. Mais en tant que soumise, c'était un peu mon modèle. J'ai toujours admiré la relation qu'elle avait avec Maître Tezamo. Ça a été... Donc Eva, si tu m'entends, je t'admire. Je te l'ai jamais dit, mais pour moi, c'est la relation d'absolu dont je rêvais. Vraiment. D'accord, ok. Comment elle se termine, cette relation ? Pas bien. Pas bien. Je découvre en fait qu'il me ment depuis un certain temps. Qu'il te ment ? Oui. Alors, il te ment en quoi ? Mais il y avait une autre soumise en fait. D'accord. Dans l'histoire. Et tu le savais pas ? Je l'ai su après. D'accord. Je l'ai su après. Et du coup, la confiance n'a plus été là du tout. Et à partir du moment pour moi où tu ne peux plus avoir confiance en ton dominant, je dirais comme dans toute relation, il n'y a plus rien qui est possible. La transparence qui prenait tellement, en fait, c'était que d'un sens. De ce que j'ai compris, il n'y a que moi qui avais cette transparence. Ouais. Lui ne l'avait pas du tout. Ouais. Il voulait que tu sois transparent avec lui, mais il ne l'était pas avec toi. Non. Alors, on était en relation d'exclusivité, mais a priori, il n'y avait que moi qui étais exclusive. Ouais. Donc, ça a été très compliqué pour moi. J'ai décidé de le quitter, mais ça a été difficile. Hein. Je l'aimais encore. Je l'ai quitté en l'aimant encore, parce qu'en fait, ces relations-là, quand on a un lien très fort, on met un certain temps avant de s'en remettre. Encore aujourd'hui, je m'en remets doucement, en fait. C'est l'emprise. Hein. Oui. C'est typiquement l'emprise. C'est ça. Ouais. Et donc, tu te sépares de lui, on est en quelle année à peu près ? En 2021. D'accord. Ok. Donc, on peut dire qu'il y a trahison. Tu te remets à partir de 2021 de cette trahison, mais alors comment ? Difficilement ? Oui, je passe par une période très dure, hein. Très très dure, où j'ai sombré dans la déprime, clairement. Ouais. C'était très très dur. Je crois que j'ai jamais vu aussi pire rupture, je dirais. On s'en remet difficilement de ces choses-là. Quand on a aimé quelqu'un et qu'on a mis une relation
et un homme sur un piédestal tel que le mur est d'autant plus grand quand on se le prend. Ouais. Je suis tombée de très haut, pardon. Ouais. Tu t'en remets néanmoins. Oui. Et tu rencontres, alors tu me l'as dit, ça m'a fait sourire évidemment, parce que pendant la préparation, 6 mois après cette séparation, tu rencontres un homme, un soumis en l'occurrence. Oui, qui avait des tendances soumises, tout à fait. Voilà. Ouais. Et avec lui, tu pratiques en particulier, tu as une pratique, on va dire, avec lui. D'ailleurs, alors on peut le dire, le pegging, on en a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Il est venu à toi pour ça ou c'était, d'où ça vient finalement, le fait que c'est surtout ça que vous ayez pratiqué? Non, parce qu'en fait, je crois que ça s'est fait en fait naturellement. Je saurais pas comment te dire comment ça s'est fait, mais il s'est retrouvé avec un god ceinture dans le derrière à un moment. Voilà. Et il m'a dit aimer ça. C'est l'envie du moment. Oui, et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il est policier. Donc je lui disais très souvent en rigolant que je sodomisais la police. J'avoue qu'il rigolait, ça le faisait pas du tout rire. Mais pour moi, c'était extrêmement drôle. Mais je tiens à préciser que je n'ai absolument rien contre la police. Moi-même, je voulais rentrer au RG. D'accord. Donc pour te dire, mais c'était très drôle quand tu voyais son visage se décomposer quand je disais que je prenais la police. Il allait dire mais c'est pas possible, elle ose dire ça. Oui. Par ailleurs, tu le disais pas avec ce terme-là que tu bien sûr que peut-être non, pas forcément dire, mais c'était plus cru. Mais ça lui plaisait pas ou est-ce que quelque part ça contribuait? Mais il ne pouvait pas forcément l'avouer. Est-ce que quelque part ça contribuait à une forme de soumission, à une forme d'humiliation qui peut-être intérieurement lui plaisait quand même? Parce que ça a continué quand même. Je pense, oui. Je pense que c'est quelqu'un qui avec le recul, je pense que c'est quelqu'un qui s'est un peu... qui ne regardait pas vraiment qui il était en fait. Il savait pas trop ce qu'il était, il se voilait la face, honnêtement. Quand on s'est séparés, pour moi, il aimait... il avait vraiment un goût très prononcé pour la sodomie, mais vraiment... Et il s'imaginait, il me le disait souvent, s'imaginer avec des hommes. Et je lui dis, mais moi, ça ne me gênait pas. On a eu longtemps, on a conversé pendant pas mal de temps à ce sujet-là, parce qu'il me disait que j'étais la seule qui pouvait comprendre ce qu'il pouvait ressentir et qui pouvait m'en parler en toute liberté, et que je n'étais pas là pour le juger, effectivement. Et il avait ce besoin de sodomie. C'est vraiment quelque chose qui... Il avait besoin de se soumettre. Il a su me le dire, mais... bien plus tard, et moi j'étais déjà partie d'où je vivais, et c'était clairement trop tard pour moi. Oui, votre relation était terminée. Oui, elle était terminée, oui. Alors c'est quelque chose qui me fait rebondir, parce que moi j'ai fait l'interview de Christina Dariussec. Christina Dariussec, c'est une femme transgenre qui a été... qui a une bonne expérience de la sexualité, je veux dire intense, parce qu'elle a été escorte. Et c'est une femme transgenre qui n'a pas été elle n'est pas allée jusqu'au bout, elle n'est pas transsexuelle. Et elle me disait dans l'interview, et j'ai discuté, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré par ailleurs ensuite, et qui me disait, des hommes qui aiment ça, il y en a beaucoup. Et elle me disait qu'elle a été... donc elle a été escorte pendant un certain temps à Genève, notamment, c'était très organisé, elle en parle dans les 3 parties de son interview, enfin la 3e partie, et elle disait, les escortes transgenres avaient énormément de succès pour cette raison-là, parce que des hommes qui avaient envie de se faire prendre, et elle raconte ça d'ailleurs, c'est assez truculent, parce qu'elle dit, on était mal vu des autres prostituées, parce qu'on avait plus de succès. Ça me surprend pas du tout, oui, ça me surprend pas. C'est vrai que c'est souvent, la sodomie, notamment pour les hommes, c'est souvent un peu un sujet tabou, et à partir du moment où un homme se fait prendre, tout de suite, ça va être l'amalgame, il est gay. Mais pas du tout. Je veux dire, on peut pratiquer l'anal avec un homme sans qu'il soit forcément gay. J'en parle en connaissance de cause. Mon soumis, Maxime, on pratique le pegging, et il n'aime absolument pas les hommes. Et à aucun moment, il aime ça parce que, en l'occurrence, c'est moi qui lui donne ça. Alors, de toute façon, il y a une aberration, rien qu'à dire ça, parce que s'il était gay, c'est pas une femme qui serait allée voir. Bien sûr, tout à fait. Bon.
Mais on va te dire que c'est du gay refoulé, mais pas du tout. Ouais, Pas du tout. typiquement, j'entends ça souvent, ça me C'est- fait bondir à chaque fois. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça. clairement. Alors, je vais me faire un petit peu de publicité parce que ce sujet me tenait à cœur. J'ai fait en l'occurrence un podcast sur le plaisir anal masculin. Moi, Ouais. je trouve qu'on dit énormément de conneries sur ce Tout à sujet-là. fait. Je suis d'accord avec toi. Je suis plus mesuré dans ce que je dis d'habitude, mais parfois il y a des sujets qui m'agacent. Donc voilà. Et alors, une question que j'ai envie de te poser tout de suite, puis on est dans le sujet, c'est qu'est-ce qui, toi, te plaisait? Qu'est-ce qui te plaît? Parce que c'est pas plaisait, tu le fais toujours avec Maxime. Qu'est-ce qui Ouais. te plaît dans cette, Dans le dans pegging. cette pratique-là? C'est le fait d'avoir cette sensation de pouvoir sur l'autre, de dominer l'autre complètement, de le soumettre complètement à sa merci, oui. C'est une manière aussi de l'humilier profondément. Et c'est quelque chose que j'adore. J'adore l'humiliation. Et j'avoue que de cette manière, il n'y a pas plus humiliant pour un homme que de se faire prendre par une femme. Et en même temps, ce discours-là que j'ai déjà entendu, évidemment, est problématique entre guillemets. Dis-moi. Parce que c'est pas le fait de prendre qui met en position de supériorité, parce que sinon, tous les hommes qui prennent leur femme pourraient avoir la sensation, alors c'est pas le cas, qu'ils sont supérieurs à ce moment-là ou qui dominent, il n'y a pas de rapport, quoi. Mais dans le cadre de ce que toi tu expliques, le pegging, tu le fais pas avec un homme, tu le fais avec un soumis. Tout à fait. Parce que Donc pour c'est moi, pas pareil, quoi. Oui, tout à fait. Et je pense que c'était important de le préciser quand même. Oui, je le fais avec un soumis, tout à fait. Oui, oui. Alors tu pourrais peut-être le voir autrement d'ailleurs, hein, mais c'était une invitation à te poser la question de comment toi tu vois les choses par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai déjà entendu cette affirmation qui dit qu'effectivement, c'est le fait de prendre un homme pour une femme et une notion de pouvoir. Parce qu'effectivement, pour beaucoup d'hommes, bah, c'est un peu ça, dans le BDSM ou pas, quelque part, on est au-dessus, déjà, la plupart du temps. Oui, bien sûr. Il y a cette espèce de société patriarcale. Voilà, très clairement. Mais Donc la question c'est, est-ce que dans cette pratique, on n'a pas une forme de revanche sur ce patriarcat que tu décris? je ne saurais pas te dire. Je pense pas. Je pense que je pense pas. Je pense que vraiment on a... Je vais te poser une autre question. Pour toi, c'est bien lié, le pegging, c'est bien lié au fait, et c'est une question sérieuse, j'ai envie de dire. Oui. Pour toi, le pegging, il est bien lié au fait qu'il y a humiliation. Oui. D'accord? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser à ce fameux kiné quand tu as 14 ans? Quand je suis dans ce moment-là, non, du tout. Non? Absolument pas. Non, non. D'accord. Non. D'accord, ok. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de lui faire, pardon. Ouais, Non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de lui faire. d'accord. Non. Je te poserais bien, qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Oh, lui encastrer la tête dans un mur, par exemple. Très clairement. Lui broyer les couilles, par exemple. Ouais. Ce sont des petits exemples ça et là, mais non. Hmm. Non, ce serait lui accorder trop d'importance que de faire du pegging avec D'accord. lui, quoi. Ok. Clairement. Ok. Donc cette relation policière, j'ai envie de dire, hein, polissonne-policière, se termine au bout de quelques mois. Oui. Et après cette histoire, et notamment après la fin de ta relation avec ton ex-maître, tu me dis que tu commences à sortir. Tu fais ta première soirée il y a 1 an et demi, ta première soirée avec, BDSM, j'ai envie de dire. Tout à fait. Chez Cris et Chuchotement, avec mon amie Pauline. À Paris? Tout à fait, à D'accord, Paris, ok. oui. C'est là qu'il y a tout. Hein. On a plus le choix pour sortir de club ou autre et de soirée. Et cette soirée-là, c'était un fire play, donc une pratique de feu, en fait, avec Maître Doberman, que j'aime beaucoup. Et on avait eu un bel échange avec lui, et c'est là, en fait, que la Domina est complètement sortie. Il y a eu ce moment où un soumis est venu à genoux me demander s'il pouvait me masser les pieds. J'ai eu un petit moment d'hésitation, pour tout dire. J'étais dans l'optique de voir, en fait, en tant que... Voilà. J'étais pas dans l'optique de pratiquer, mais juste de voir comment ça se passait, parce que c'était une première pour moi. Et je me suis dit, on laisse la porte ouverte, mais voilà, j'étais pas dans cette optique de pratiquer... Quand tu dis que c'était une première pour toi, c'était une première en club. En avant, club. tout ce que tu avais pu faire, Tout à c'était fait. à la maison, quoi. j'ai Tout envie à de dire. fait. On sortait absolument pas du tout. Non. D'accord. C'était vraiment à la maison. Il n'y avait pas de... Je ne connaissais absolument pas le milieu, quoi. Les gens du milieu. D'accord. Du tout.
Et donc, il y a un an et demi, tu débarques dans ce club, et ce soumis, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il se passe un truc... Ben oui, il y a eu quelque chose, effectivement. C'est quand, déjà, elle venir voir... Enfin, se mettre à genoux pour me demander s'il pouvait me masser les pieds. Et déjà, il y a eu quelque chose, c'est indescriptible, il y a eu quelque chose qui est monté en moi, ce besoin de le voir effectivement s'exécuter et de le voir là, à mes pieds, et ramper, c'était juste... Enfin, voilà, c'était jouissif, quoi, clairement. Il y a une posture... Ben, mon amie Pauline le raconterait... mieux que moi. Oui, parce que tu n'étais pas toute seule, tu me dis. Non, et elle m'a vue, elle dit toujours, elle me fait là, j'ai vu la domina, quoi. Je t'ai vu changer de position et de visage. Elle me dit, c'était assez impressionnant. Ouais. Et je m'en suis pas rendu compte, hein, clairement. Elle me l'a dit après avec le recul. Elle me dit, tu as pris de l'assurance. Elle me dit, la domina était pleinement là, elle était née, quoi. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'humilier, et je sentais que je prenais de l'assurance au fur et à mesure où il me massait les pieds, il me caressait les jambes, et je sentais que j'étais moi-même, en fait. D'accord. Clairement. Alors, je vais rebondir un petit peu, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas ces interviews que pour des gens qui connaissent le BDSM. Une de mes motivations, moi, c'est d'essayer de mieux faire connaître et de casser un peu des tabous, des idées reçues. Et il y a une chose qui est difficile à faire comprendre, c'est la véritable signification des termes qu'on utilise. Et quand tu dis « je prenais plaisir à l'humilier », on n'est pas dans le sens propre, le sens premier du dictionnaire. C'est-à-dire que c'est une façon, quelque part, de donner de l'amour aussi. Alors, de l'amour, c'est peut-être un terme un peu fort parce que tu ne le connaissais pas, je dirais. Mais du plaisir, voilà. Tout à fait. Tu sais que ça lui plaît. Bien sûr. Et c'est pour ça que tu le fais. Si tu avais fait ça avec quelqu'un à qui ça ne plaît pas et qui n'était pas consentant, c'était pas du tout la même chose. C'est impossible. Donc on ne parle pas de vraie humiliation au sens premier du terme, sens du dictionnaire. Oui, et ça, je pense que ça vaut le coup de le préciser. Effectivement, oui, tu as raison. C'est généralement, on pratique ce genre de choses avec des gens consentants et des gens pour qui l'humiliation, c'est une forme de... Ils prennent beaucoup de plaisir dans l'humiliation. C'est une forme de masochisme psychologique. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Oui. Après cette soirée, tu vas faire une brève rencontre, tu m'en as parlé, une rencontre qui t'a marqué beaucoup aussi, avec, alors on va pas dire son prénom. Non, on va éviter, on va dire E. Voilà, on va dire E. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, bien sûr, c'était sur FetLife, donc effectivement, je disais ne pas être en recherche de soumis, mais finalement, je me voilais un peu la face et je sentais que j'étais prête à prendre quelqu'un, à être responsable quelque part de quelqu'un. Et du coup, je me suis mise en recherche d'un soumis, et ce jeune homme est venu me parler. Et du coup, au fur et à mesure des échanges, le courant passait bien et on a décidé de se rencontrer. Et du coup, ça a été tellement... Je m'attendais tellement pas à ça lors de la rencontre. Je m'attendais à quelque chose d'assez informel. Et finalement, ça a fini où... ça s'est fini dans un petit café, on va dire, de Quimper. On était à l'étage, on était seuls. D'entrée de jeu, il m'a servi. Et il y avait tout de suite cette dynamique de domina et soumis. Ça s'est mis en place un peu, pas malgré nous, mais ça s'est mis en place. Et il me servait, il a été me chercher mon thé ou mon café, je ne sais plus ce que je prenais. Il s'est mis tout de suite à genoux pour montrer sa soumission. Et j'avoue que là, c'était grisant. Je sais pas, c'est quelque chose c'est inexplicable, c'est quelque chose qu'on ressent, et j'avais une envie furieuse de le dominer à ce moment-là. Clairement, il me donnait cette envie de le soumettre. Sachant que vous étiez dans un endroit public. Tout à fait. Même si vous étiez seul à l'étage, il y a un Bien côté sûr. Grisant, évidemment, Bien sûr. ce genre de situation. Mais je sentais qu'il avait ce besoin, mais tout à fait. Et par la suite, on a commencé à discuter, et à un moment, il m'a mis au défi de quelque chose. Il m'a mis au défi, inconsciemment, hein. Mais moi, ce genre de choses, avec moi, généralement, il ne faut pas mettre au défi 2 fois. Et du coup, je lui ai demandé de baisser son pantalon. À l'étage, je lui ai demandé de baisser son pantalon. Et je l'ai inspecté, donc forcément, je l'ai touché. Et je sentais son plaisir et son excitation monter. Et pour moi, c'était juste grisant d'avoir ce pouvoir, en fait. Quoi que je lui dise, il s'exécutait pleinement et de manière consentie. Et il prenait énormément plaisir à obéir. Et c'est vrai qu'il y a eu cette inspection, je dirais, de son attribut, et ensuite je lui ai demandé clairement de se masturber. Donc il s'est exécuté, il s'est masturbé, et il a fini par se masturber sur ma jambe.
Je lui ai demandé de jouir dans ma main et de le lécher. Mmh. Et il s'est exécuté, mais comme s'il avait fait ça toute sa vie. Et ça a été tellement excitant, je dirais, pour moi. Et de me dire, mais c'est incroyable. En plein après-midi à Quimper, alors qu'il y a du monde en bas dans ce café, il y a eu ce genre de choses qui se sont passées. Et ça a été incroyable cet après-midi-là, oui. Bah, le lâcher-prise est aussi un cadeau de sa part. Enfin, Oui. Il en avait envie, mais quelque part, t'en avais clairement envie aussi, quoi. Bien sûr, j'avais cette envie de le dominer. Il me donnait cette envie de dominer. Parce que tous ne donnent pas l'envie de dominer. Je préfère le préciser. Hein. Ouais. C'est pas parce qu'on a un soumis qu'on a forcément envie de le dominer. Faut qu'il me donne cette envie de le dominer. Sinon, il n'y aura rien du tout qui se passera. Et donc cette expérience-là, parce que ça n'aboutit pas à une relation suivie, du tout. Mais cette relation-là, cette expérience-là, elle s'apparente un petit peu à ce que tu as vécu dans le club, à Cris et Chuchotement. Oui, tout à fait. Oui. Ça ressemble un peu à ça aussi. Et suite à ça, tu vas faire la rencontre de Maxime. D'accord. Et ça fait relativement peu de temps que vous êtes ensemble, mais... ça fait 6 mois. Pour ce que tu m'en as dit, c'est bien parti. C'est une belle relation. Franchement, c'est un beau cadeau. Enfin, il est un beau cadeau, celui que j'attendais, oui. Je le dis pleinement, j'ai fait un texte sur FetLife je l'appelle mon diamant brut, parce que je le façonne à mon image et c'est tellement excitant. Et il est tellement demandeur, surtout. D'accord. Mais c'est vrai que je l'ai rencontré peu de temps après eux. Et du coup, je pensais pas, je n'attendais rien de cette rencontre. Parce que déjà, il n'était pas, au niveau de l'âge, j'avais des critères, j'aime les hommes plus jeunes. Et je voulais pas quelqu'un de moins de 30 ans. Du fait de mon âge, j'ai 44 ans, je me dis que déjà 30 ans, c'est bien. Et en fait, Maxime a 24 ans. Et j'attendais vraiment rien de cette relation du fait de l'âge. Et puis je me suis dit, voilà, on verra bien, ça matchait plutôt bien. Alors tu n'en attendais rien, pourquoi? Parce que tu t'étais dit, il n'a pas assez d'expérience, il va pas être assez... Non, du tout, c'était l'âge en fait qui me bloquait, clairement. C'était juste l'âge? C'était l'âge. Là, je me dis, c'est trop jeune, 24 ans, c'est trop jeune. Ouais. Et puis la rencontre se fait, et il le sait, on en a encore parlé récemment, je lui dis, tu sais que honnêtement, si tu m'avais pas montré ce côté vulnérable, et le fait que tu aies baissé ta carapace, jamais j'aurais continué, j'aurais pas donné suite. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas simple, il avait une espèce de carapace, quoi, clairement. Il montrait pas ce côté-là de la soumission, il montrait rien du tout. Et moi, sur le moment, j'avais pas d'envie plus que ça. Je me dis, bon, mince, finalement, je vois pas le soumis, quoi. Et je me dis, si je ne vois pas le soumis, j'aurais pas cette envie de le dominer, clairement. À 24 ans, il n'y a pas beaucoup d'expérience, donc j'ai envie de dire, avoir été capable de le montrer, c'est aussi avoir fait preuve d'une maturité qui n'est pas négligeable à 24 ans, quoi. Tout à fait, mais quand je te dis montrer, je te parle pas de gestes forts. Moi, je te parle de les yeux baissés, de timidité. Pour moi, ça s'apparente à ça. Hein. Et je voyais pas ça, il avait l'air très sûr de lui, chose que je n'aime pas du tout chez un soumis. Je trouve que ça n'a pas sa place, clairement, du moins dans la relation. Et à un moment, je sais pas, la carapace se craque et je vois le petit Maxime. Je le vois là, tout timide, les yeux baissés. Je me suis dit, enfin, il me montre sa vulnérabilité, j'avais besoin de voir ça. D'accord. Et c'est à partir de là où on a commencé à se revoir. D'accord. Et la relation s'est clairement enchaînée et on est heureux. D'accord. Oui, parce que vous avez l'intention de vous installer ensemble. Tout à fait, on a l'intention de vivre ensemble et je veux pouvoir l'avoir à disposition en permanence. J'ai envie qu'il me serve H24. C'est aussi son désir, hein, je préfère le préciser. Oui, c'est consenti, ce sont des rapports consentis et tout ce que je pratique avec lui est consenti. D'accord. Alors, si tu me disais autre chose, de toute façon, on ne serait pas en train de faire cette interview. Hein. Oui, c'est sûr. Je ne parlerai pas... Enfin, c'est ma vision des choses. À partir du moment où il n'y a pas de consentement, c'est pas du BDSM. C'est de l'emprise, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas du BDSM. Donc oui, on ne serait pas en train de filmer cette interview si tu m'avais donné une autre impression. Donc, on a fait un petit peu le tour de ton parcours, de ton expérience. Et maintenant, ce dont j'aimerais que l'on parle, c'est de la domina. Que tu m'en dises un peu plus sur comment tu te sens, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, voilà, le pourquoi. Pourquoi. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi tu es domina
qu'est-ce qui pour toi caractérise une dominatrice dans sa façon d'être, dans son caractère? Question difficile, j'en ai conscience. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire, oui. Les traits de caractère qui te caractérisent, qui soient innés ou qui soient le résultat de ton parcours, parce qu'effectivement, tu as un parcours qui n'est pas... Je peux orienter la question comme ça. Tu as un parcours qui n'est pas simple. Donc, qu'est-ce qui relève, selon toi, de l'inné chez toi, dans le caractère de Domina, et qu'est-ce qui est éventuellement une conséquence de ce que tu as vécu? Alors là, je ne saurais pas te dire, mais j'ai toujours... Quand on me dit, mais comment tu fais quand tu endosses ton rôle? Mais j'endosse pas de rôle, en fait. Je suis comme ça. Je suis naturellement autoritaire. J'aime diriger. Mon métier, j'ai toujours dirigé et j'adore diriger les gens. Et je suis comme ça, en fait. Je ne sais pas comment te dire d'autre que j'ai toujours été comme ça et je n'endosse pas le rôle de la domina quand on va faire une séance, je ne sais pas, avec Max. Ce n'est pas un jeu pour toi? Non, pas du tout. Je vis ma relation comme un art de vivre. Nous, on la vit en permanence, en H24. On a une relation déesse protocolaire, donc avec des rituels qui sont mis en place. C'est vraiment tout sauf un jeu. Alors, comme quoi? Des exemples de rituels Eh bien, le salut, quand j'arrive chez lui, en fait, il me salue, il se met à genoux, il me salue, il me dit bonjour, il m'embrasse la main, il la porte à son front, par exemple. Et ensuite, je le prends contre moi, il reste à genoux, et il y a un long moment comme ça, où on se reconnecte un peu tous les deux. D'accord. Et après, il prend mes affaires, il prend mon manteau, mon sac à main. On est beaucoup dans la servitude dans notre relation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand j'entends servitude, c'est le fait de me servir en tout point, un peu comme un majordome, tu vois. Il cuisine, il sert, il dessert, il me masse, il s'occupe de mon linge. Quand je lui demande, il me déshabille, je lui demande, et il m'habille aussi, comme un serviteur en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident à expliquer, mais... Ah, pourtant là, on comprend bien. Tant mieux. Mais j'adore ce côté de la soumission. D'accord. La servitude est vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans une relation déesse, oui. D'accord. Alors, il y a une question que j'avais envie de te poser, c'est que tu définis ton couple comme soumis-domina. Tout à fait. D'accord. Et par rapport à ce que tu expliques, j'ai envie de te poser une question que je n'avais pas prévue, mais il y a certains couples qui ne se définissent pas comme ça, comme domina ou soumis, ou dominant et soumise, mais qui se définissent comme maître et esclave. Quelle différence tu fais? Alors, c'est vrai que je t'ai dit domina, soumis, mais c'est plutôt... Notre relation s'apparente plus du moins la condition de Maxime, s'apparente plus à un esclave qu'à un soumis. Je dirais que l'esclave, il y a vraiment cet aspect de servitude et de relation, je dirais, aussi H24. Le soumis, je dirais, le soumis a moins de contraintes, entre guillemets. Je dirais que la relation maître-esclave, elle est beaucoup plus approfondie, beaucoup plus aboutie. Elle survole moins, je dirais, les choses. D'accord. Enfin, de mon point de vue. Je ne sais pas si tout le monde le voit comme ça, mais c'est ainsi que je le vois. Oui, mais de toute façon, c'est ton interview, c'est toi qu'on écoute. C'est pour moi une relation beaucoup plus poussée. Dans les pratiques peut-être, et dans tout, en fait, la soumission et la domination, clairement. Ce qui fait que quelque part, à ce que j'entends de ce que tu me dis, oui, c'est... on m'appelle maîtresse, mais oui, ce serait plus maîtresse-esclave, oui. Même si je ne mets pas encore ce mot-là, moi. Ce qui, encore une fois, dans la mesure où les mots sont forts, je le répète encore une fois, c'est une volonté de sa part et c'est une volonté de ta part. Enfin, c'est commun. Bien sûr, tout à fait. Il aime se soumettre et il me le dit souvent qu'il adore m'appartenir et qu'il aime être à moi, me servir. Je le vois. De toute façon, ça ne ment pas. Quand on le voit, je sens son besoin de se soumettre, je sens son besoin de me faire plaisir et de répondre à mon besoin aussi de domination. Et j'ai envie de dire, c'est une question qu'on se pose moins quand on... Alors, d'abord, on va préciser une chose. Maxime, il est bien d'accord pour qu'on parle de lui. Tout à fait. Même s'il ne voulait pas être présent. Oui. Ce qui peut se comprendre, c'est sa décision, c'est son choix. Et puis, je voulais dire une chose aussi, c'est que dans ces relations BDSM, il y a quelque chose qui permet de se rassurer quand on a affaire à une relation de femme à homme, femme dominante à homme soumis, qu'on n'a pas dans le cadre de homme dominant à femme soumise, c'est que s'il veut pas, il a entre guillemets la force de l'homme pour lui, quoi. Donc quelque part c'est rassurant parce qu'on voit bien, enfin du moins on s'inquiète moins
et c'est peut-être une erreur de ma part, mais je te donne mon point de vue, on s'inquiète moins du fait qu'il soit réellement forcé physiquement à faire des choses qu'il ne voudrait pas. C'est-à-dire que le consentement paraît peut-être plus facile à imaginer que dans le cas d'un homme où tu parlais d'emprise avec ton ex-maître, clairement. Alors il t'a peut-être jamais brutalisé, je veux dire, physiquement. Mais disons que l'homme il a ça pour lui, ce qui peut être dangereux effectivement, il y a une force physique qui est en général supérieure à celle d'une femme, quoi. Oui, tout à fait, ça c'est sûr. D'accord. Ça c'est sûr. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je m'exprime peut-être pas très bien, Vas-y, mais dans le cadre d'une relation d'une domina à un soumis, on s'inquiète moins du fait que son consentement soit respecté, parce que si vraiment il voulait pas, il aurait peut-être plus de facilité à le montrer tout bonnement et à ne pas faire ce qu'il voudrait pas. À ce moment-là, il n'est pas soumis. Je suis navrée de te dire ça, mais alors là, c'est vrai aussi. C'est qu'il n'est pas soumis, ou alors qu'il bratte. Et ça, c'est pas possible pour moi. J'aime le soumis pur et dur. On va le préciser, un bratte, c'est un quoi? Un bratte, alors un soumis, une soumise bratte, alors, de ce que j'ai pu comprendre, c'est un soumis, une soumise qui se rebelle, qui a tendance à se rebeller, qui a besoin d'être entre guillemets maté et qui va avoir ce sursaut de caractère. Et qui aime ça, qui aime un peu ce... Mais le dominant, attention, il a un dominant en face aussi qui aime ça. Hein. Je sais que moi, c'est pas du tout dans mon... Ah non, moi je les aime extrêmement soumis. Ouais. Non, j'aime pas avoir à dire. Non. Qu'est-ce qui t'attire chez un homme d'une façon générale, sans même parler du fait qu'il soit soumis? Mes critères, tu veux dire de sélection, si on peut dire ça comme ça? Oui, d'une façon générale. Alors on peut préciser que tu ne cherches personne, hein, on a bien compris bien que... sûr. Non, je suis en relation exclusive, hein, je tiens à le dire. Et je recherche aucunement... Mais c'est vrai que quand on a préparé l'interview, tu me disais que tu avais une bonne liste de critères, entre guillemets, qui quelque part m'avait fait réagir, et je trouve ça amusant d'en parler si tu veux bien. Mais ça ne me dérange absolument pas, j'assume pleinement. Mais c'est vrai que j'avais pas mal de critères, et je désespérais honnêtement de trouver quelqu'un à la hauteur de mes critères. D'accord. Alors j'attendais, la première des choses, c'est qu'il me plaise déjà, physiquement. Déjà, juste ça. Et qu'il soit aussi cultivé, intelligent, un tant soit peu. Qui soit extrêmement serviable, je dirais docile, soumis évidemment, qui soit dans la servitude aussi. En gros, je crois que j'ai fait le tour, à moins que j'en ai oublié. Mais Tu me précisais une chose qui, moi, m'avait fait sourire, mais qui en même temps est complètement entendable, il n'y a pas de souci, c'est que tu précisais que tu voulais avoir affaire à quelqu'un qui s'entretient. Oui. Qui fait attention à son corps. C'est un critère qui a son importance. J'ai toujours connu des hommes qui étaient sportifs et toujours qui s'entretenaient énormément, vraiment. Et j'avais besoin de ça parce que moi-même je fais du sport et du coup j'avais besoin aussi que mon partenaire ait aussi cette même condition physique, si tu vois ce que je veux dire. J'aime qu'ils s'entretiennent, qu'ils prennent soin de lui. Et j'avais envie de te faire préciser pourquoi. Pour le résultat, l'apparence physique, ou parce que ça dénote une capacité à faire attention et que quelque part, c'est faire attention pour toi aussi? Mais je dirais un peu des deux. Je dirais que d'une, parce que ça entretient le physique, et de deux, parce que c'est bon aussi pour, c'est bon pour l'intellect, entre guillemets, de faire du sport. Donc je dirais les deux. Hein. D'accord. Clairement les deux, oui. D'accord, ok. Il y a une question que j'avais prévue, mais en fait tu as déjà répondu, je la pose quand même pour le sourire. En quoi tu es heureuse avec Maxime et qu'est-ce qu'il t'apporte? Peut-être que tu as quelque chose à rajouter, mais tu en as déjà bien parlé. Oui, je dirais que je grandis avec lui en fait. Je me rends compte que la domina est en pleine construction et que jour après jour, je découvre des choses que j'aime ou des choses que je n'aime pas, que j'aimerais vivre ou pas avec lui. Et je sens que je grandis à ses côtés en fait. Et ça vaut tout l'or du monde. Je sens qu'il me challenge quelque part et ça m'aide à progresser moi aussi en tant que domina. Et j'aime ça en fait, j'aime ma vie à ses côtés, clairement. D'accord. Et je voudrais dire que, je vais parler d'amour parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans le milieu, je trouve que c'est assez caché. Je sais pas, par honte ou parce que c'est antinomique, mais je te dirais que non. Parce que pour se soumettre à un tel point, pour moi il faut de l'amour. De la confiance certes, mais de l'amour avant tout. Pas uniquement pour se soumettre, parce que être dominatrice d'un homme, mais c'est pareil pour un dominant vis-à-vis d'une soumise, c'est une responsabilité. Tout à fait. C'est, j'allais dire, un travail, le terme n'est pas très glamour, mais quelque part, c'est
un investissement en temps. Oui, mais complètement. Tu mets exactement. C'est du temps en fait. Ça prend du temps parce que moi je parle d'éduquer. Il y a différents termes. Certaines vont dire dresser. Je déteste ce mot-là. Je trouve que ça animalise beaucoup. Hein. Après, j'entends que certaines aiment ce mot, mais pour moi je préfère éduquer. Ça a une autre dimension. Cette dimension cérébrale que j'aime tant dans ces relations-là. Je veux le façonner à mon image. Je veux l'amener à être la meilleure version de lui-même. Tout simplement. Et effectivement, c'est du travail. C'est un investissement plein et je dirais entier de s'occuper d'un soumis. Ouais. Alors, je pose rarement ce genre de questions, mais là, tu me l'inspires. Comme ça, en quelques mots, quelles sont les pratiques que tu aimes et celles que tu n'aimes pas? Alors, le paying, évidemment. Hein. Ça, on a compris. J'adore. J'aime beaucoup l'impact. Je suis fan d'impact. Impact aussi bien que ce soit sur les fesses que ce qu'on appelle le ball busting. C'est des coups dans les parties intimes de l'homme. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec Maxime. Je ne pensais pas du tout aimer ce genre de pratique. Et en fait, je prends énormément de plaisir et lui aussi. On grandit vraiment à ce niveau-là. Je trouve ça formidable. Vraiment. On est encore un peu... au début de notre relation, je dirais, il y a plein de pratiques qu'on n'a pas testées, mais il y en a une qu'on ne fera, c'est sûr, jamais. C'est tout ce qui a trait à la scato. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, les excréments, je déteste. Par contre, l'uro, j'aime beaucoup. C'est une manière de marquer mon territoire. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Et pour la domina que je suis, c'est important de marquer le territoire, je dirais. Et alors, ça me fait sourire parce que tu parlais tout à l'heure, tu n'aimes pas l'animalisation, mais là, on est un petit peu dedans, quelque part. Si, alors, j'aime bien, mais pas trop, je veux dire... je veux dire à petite dose, parce qu'il a souvent, je l'appelle souvent ma chienne, il le sait. C'est son nom, son petit nom, affectueux. Attention, dans ma bouche, il n'y a rien de, je veux dire, de péjoratif ou autre. C'est vraiment très affectueux quand je l'appelle comme ça. Ça pourrait être difficile à comprendre pour certaines personnes qui vont regarder la vidéo, mais en même temps, moi, ça ne me choque pas. C'est une manière aussi d'humilier. De toute façon. Hein. C'est beaucoup, la domination féminine est beaucoup dans l'humiliation. De ce que j'ai pu voir au travers de personnes avec qui j'ai pu discuter, la femme aime humilier l'homme, ça clairement. D'accord. Et c'est une question que je me pose souvent, je reviens dessus, mais souvent je me dis, est-ce que c'est lié au caractère, et toi tu as bien répondu, c'est clairement lié à ton caractère, ou est-ce que c'est lié à une réaction contre le patriarcat? Et c'est une question que je me pose à chaque fois que j'ai affaire à... voilà. Probablement, j'imagine que certaines, c'est dû à ça, mais on n'est pas toutes dans cette optique-là, attention. C'est une optique qui me paraît dangereuse en plus, dans la mesure où il y a une forme de revanche. Tout à fait, dominer avec cette optique-là, je trouve que c'est dangereux, effectivement. Qui n'est pas très constructive. Parce qu'il n'y a aucune considération déjà pour l'homme. Il n'y en a aucune, et je pense que le consentement, on peut l'oublier. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'amour, c'est sûr? Ah non, du tout, c'est plutôt une haine. Et j'aime Maxime, moi, par-dessus tout. Donc clairement, je ne suis absolument pas dans cette optique-là. Non. D'accord. Et alors, donc, tu me disais, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Enfin, tu m'en as donné un exemple. La pratique, je te disais, scato, que j'aime pas du tout. Après, on n'a pas de... On aimerait essayer un peu tout. Je dirais, tout ce qui a trait aux aiguilles. On a une séance de needle play, donc pratique des aiguilles avec quelqu'un. On va voir ça. Le fireplay, j'aimerais beaucoup, mais c'est des techniques extrêmes qui demandent vraiment d'être aguerri sur le sujet, et je ne suis pas du tout. D'accord. Et Maxime n'aime pas trop du fait de l'exclusivité. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il pratique certaines choses avec certaines dominas, par exemple, qui n'est pas très à la sexualité. Mais comme le fireplay, moi, je ne peux pas lui apporter ça, clairement. D'accord. Il y a des pratiques que, pour l'instant, je ne peux pas lui apporter. Mais que j'aimerais beaucoup essayer. Je pourrais pas en parler. Autant intuitivement, je peux comprendre ce qui plaît dans le needle play. Il y a un côté... ça répond à un certain masochisme. Maso, complètement. Alors après, j'imagine que ça dépend des pratiques. À l'intérieur même du needle play, il y a des choses qui sont très légères, des piqûres qui sont très superficielles, et d'autres qui vont l'être moins. Je peux comprendre aussi un certain... Oui. Par exemple. Par exemple. Le transperçage complet, oui, peut faire tourner de l'œil. C'est très impressionnant, oui, tout à fait. Mais je peux aussi comprendre quelque part le côté artistique, le côté esthétique qu'on voit beaucoup sur certaines photos. Oui. Mais c'est vrai que le fireplay, ça c'est un truc que je ne connais pas du tout. Et en plus, je vois comme ça, j'ai du mal à imaginer l'intérêt.
Je ferai très certainement un sujet là-dessus, C'est mais, intéressant, le Fireplay. mais oui, ne serait-ce qu'à titre personnel, j'aimerais bien comprendre ce qui plaît là-dedans, parce que là, j'avoue que je suis dépassé. Je comprends. Aujourd'hui, ta vie de domina, c'est pas que Maxime, dans le sens où ce que tu as découvert il y a 1 an et demi chez Cris et Chuchotements, tu l'as continué avec, notamment sur la région de Quimper, des communautés. On peut peut-être parler de la communauté du Triskel. Ah, la communauté de l'anneau, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup, je fais partie effectivement de la communauté de l'anneau qui est très active dans le coin et qui est très active aussi en France. Okay. En plus, quand on dit la communauté de l'anneau comme ça fait penser immédiatement à autre chose. L'anneau de Justine, je dis des bêtises, l'anneau de Justine. La communauté de l'anneau, oui, ça fait un peu Seigneur des Anneaux. Clairement, oui. Non du tout, l'anneau de Justine. L'anneau de Justine. D'accord. Okay. Oui. Mais d'ailleurs, au sein, avec une amie Domina, on a monté ce qu'on appelle la Domina Academy. J'en profite pour en parler, qui est en fait, ça va être des événements 4 fois peut-être à l'année, où on va réunir, ce sera des moments de discussion entre femmes domina expérimentées ou non, ou les curieuses aussi. On accepte tout, femmes curieuses, femmes transgenres, ça n'a vraiment pas d'importance. À partir du moment où elles se posent des questions et elles veulent en savoir plus sur la domination, voilà. On a créé ce groupe dans cet esprit-là, avec évidemment un service de soumis qui seront là à notre disposition pour servir le café, le thé de ces dames, massage de mains et de pieds qui est prévu. Et par la suite, comme c'est un événement qui est très récent, on va le travailler au fur et à mesure, mais on a dans l'idée de mettre en place aussi des ateliers pour permettre aux dominas, novices aussi, de pouvoir apprendre, je dirais, au contact de dominas plus professionnels, plus aguerris, je dirais, pas professionnels. Des pratiques ? Oui, tout à fait. Des façons de faire ? Oui, ne serait-ce que l'impact déjà. D'accord. Parce que l'impact, on ne peut pas impacter n'importe comment. Et surtout, notamment avec l'objet, surtout avec le fouet, c'est hyper dangereux, ça reste une arme. Ah, c'est une arme. On a fait avec Ombre, que j'avais déjà interviewé dans le podcast, et puis on a fait avec lui un podcast sur les fouets. Clairement, c'est une arme, oui. Oui, tout à fait. Il faut savoir le manier avec précaution. Quand on n'y a jamais touché, mieux vaut commencer par un petit martinet, quoi. Oui, tu commences par un martinet ou un paddle, il y a plein de choses pour l'impact avec lesquelles démarrer où tu fais pas énormément de mal à partir du moment où tu portes pas trop tes coups non plus. Mais le foie, il faut y aller vraiment, il faut au moins qu'on te donne les principes de base, quoi. D'accord. Okay. Et puis en l'occurrence, on fait cette interview ici, dans le bar Hans Pottenstiel, on est à Quimper, dans cette pièce-là, il se passe tous les premiers mardis du mois de mémoire. Ça, les munchs de Quimper, tout à fait. On les fait dans cette pièce-là, justement, celle-ci, où tous les mois, effectivement, Alice et Chat organisent les munchs de Quimper, oui. D'accord. Ok. Dans l'article associé à cette interview, je pourrais éventuellement mettre les contacts de ces personnes-là. Tu peux me les donner ? Je pense que oui, pas de problème. Oui, je pense que je te donnerai sans. Je pense que l'organisation de Munch s'est fait précisément pour rameuter du monde, j'ai envie de dire, des gens qui pourraient être intéressés. Des gens, et il ne faut pas hésiter à venir, même si je comprends que ce soit une démarche qui ne soit pas évidente pour les gens qui sont un peu timides ou qui ne connaissent pas et qui se demandent à quoi s'attendre, mais on ne mord pas. Et clairement, c'est très convivial. C'est vraiment, il faut pas hésiter à venir lors des munchs. Alice et Chat sont vraiment adorables. Ils sont bienveillants et au contraire, ils seront accueillis avec joie, je dirais. D'accord. On en arrive un petit peu à la fin de cette interview et j'avais envie de te poser quand même quelques questions parce que les gens qui pratiquent le BDSM, ça peut avoir un impact sur leur famille en fait, et la vision que peut avoir la famille, les membres de leur famille. Tu communiques aujourd'hui à visage découvert et déjà auparavant sur les réseaux. Pourquoi à l'heure où bien des pratiquants se cachent encore, est-ce que toi tu ne te caches pas ? Clairement, j'assume ce que je suis. Je suis domina. Je ne suis pas que domina, mais la domina fait partie de moi. Et j'assume complètement. J'ai toujours appris à assumer les choses et je vois pas pourquoi je devrais me cacher. Je suis telle que je suis. Voilà. J'avais envie de dire, il fallait le dire. Il fallait le dire. Je ne peux malheureusement pas encore aujourd'hui le faire à visage découvert, mais ça aurait été un plaisir, ça viendra.
Et puis je voulais te parler, parce que l'enfant, c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Oui. Tu as 2 enfants. Tout à fait. Je voulais te demander dans quelle mesure ils sont au courant, comment eux, ils peuvent réagir par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne savent pas ce que je vis. Donc je rappelle, tu as une fille de 14 ans de 13, et un de fils 13 de ans 17. et un fils de 17. Non, ils ne le savent pas, mais c'est vrai que quand j'étais avec mon ancien maître, nous, le vouvoiement était en permanence. Donc ils m'ont souvent demandé, enfin mon fils surtout m'a demandé pourquoi je vous voyais, pourquoi je le voyais. Et à cette époque-là, je lui ai dit, écoute, mon chéri, c'est la seule manière, enfin c'est notre manière à nous de nous aimer. Et à partir de ce moment-là, il n'avait plus posé de questions. Mais c'est vrai que aujourd'hui, avec Maxime, ils ne l'ont pas encore rencontré. Donc c'est différent, mais s'ils étaient amenés à me poser des questions, je trouve que ma fille est un peu jeune, mais mon fils pourrait sûrement comprendre, oui. D'accord. Je m'en cacherais pas forcément, mais pas non plus en rentrant dans les détails. D'accord. Ok. Alors je te pose la question notamment parce que j'ai réalisé un podcast sur l'éducation sexuelle, qui est un thème qui m'importe beaucoup. Et je vais en réaliser d'autres. D'accord. J'étais notamment au téléphone hier avec ma belle-sœur, qui est en train de finir sa formation pour être sexothérapeute. Et c'est des sujets que j'aimerais beaucoup aborder parce que je trouve que c'est pas assez bien fait, on n'en parle pas assez, il y a beaucoup de non-dits. Oui, il y a beaucoup de non-dits. Il y a 2 choses qui font tourner le monde, particulièrement, c'est le sexe et l'amour. Et c'est 2 choses dont on parle pas à nos enfants, ça c'est quelque chose, ou pas assez, je trouve. Et notamment quand on parle de sexualité, on leur parle pas de plaisir, c'est quand même à la base. S'il n'y avait pas de plaisir, il n'y aurait pas de sexe, et puis clairement on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Tout à fait, oui. Parce que l'humanité se serait terminée depuis un moment. Et voilà, on ne parle pas de plaisir comme si c'était quelque chose d'absolument horrible, alors que tout le monde en a envie, soyons clairs. Oui, c'est sûr. Donc je trouve ça aberrant. Petite digression sur ce sujet-là. Non, je t'en prie, mais c'est vrai que on n'en parle pas suffisamment, c'est des sujets qui restent tabous. Hein. Ouais, et malheureusement. Comment tu veux dire à des enfants, bah écoute, maman, elle adore fouetter des culs. Là, ton fils va te regarder, comment ça, maman aime fouetter des culs, mais c'est pas normal ça, c'est pas comme ça qu'on m'a. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'est l'amour, c'est pas comme ça qu'on a des rapports, mais si. C'est ce qu'on peut s'imaginer, et en même temps, ta fille, elle te dirait peut-être, ah bah moi aussi. Je pense que, clairement, j'ai des enfants avec un caractère fort, et je serais pas surprise. Mais je veux pas non plus les orienter, si tu veux. Ouais. Je veux vraiment qu'ils soient libres de leur sexualité. Je ne veux pas j'aurais peur de les orienter en disant que maman pratique tel truc, si je devais avoir à leur parler de ma sexualité. Et je pense qu'en même temps... Je veux qu'ils découvrent par eux-mêmes. Si effectivement c'est quelque chose qu'ils ont en eux, génial, ils explorent. Mais s'ils l'ont pas, je veux pas être là et être... Et en même temps, c'est... Alors là, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où... comment tu veux les orienter? C'est comme si tu avais peur d'orienter ton fils vers l'homosexualité. S'il est homosexuel, il est homosexuel, tu pourras faire ce que tu veux. S'il est hétéro, il est hétéro, tu peux lui en parler autant que tu veux, ça ne changera rien. Je suis d'accord avec toi, mais je veux pas... Parce que tu sais, les enfants sont quand même assez... influencés par leurs parents. Tout à fait. Et j'ai pas envie d'influencer leur sexualité. Mais je serais ravie de leur en parler avec plaisir, évidemment. Ça me gênerait pas du tout, non. Non. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose dont on n'aurait pas encore parlé, un sujet qui te tient à cœur, même si ça n'a rien à voir avec l'interview? Je ne crois pas. On en a déjà dit beaucoup. Je crois qu'on a déjà tout dit, il me semble. Dans ce cas-là, on va s'arrêter là-dessus. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et puis, on sera peut-être amené à se revoir, parce que tu m'as donné pas mal de contacts. Ce sera avec plaisir. Je t'en prie. J'avoue qu'on a discuté aussi avec Hermina. J'aurais plaisir à l'avenir, éventuellement, à la croiser. Ça me ferait plaisir. Oui. Bon. Quelqu'un de bien. Merci beaucoup. Je t'en prie.